Salut Erwan. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Eh ben écoute, la vie est belle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, enfant? Je dirais que c'est à la petite école. C'est-à-dire la maternelle? Ouais, la maternelle. Ouais, je dis la petite école à chaque fois. Je pense que c'est à la maternelle. Je vois la cour de mon école. Je crois que c'est le couloir. Le couloir de l'école, je pense que c'est mon plus vieux souvenir, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu y fais? Oh, je dirais que j'y arrive le matin, je suis avec mon frère parce que j'ai un frère jumeau. Et effectivement, jusque très tard dans ma vie, j'étais toujours accompagné de mon frère jumeau. Et effectivement, il y a mon frère jumeau et on arrive le matin à l'école et on est parti pour une belle journée d'école. Tu parles d'une belle journée d'école, ça veut dire que cette enfance, c'est des bons souvenirs? Oui, je pense que j'ai la chance d'être né dans un beau village, dans une famille où tout va bien, où la vie est belle. On est au bord de la mer. On est né dans un pays, je pense qu'on a de la chance. Statistiquement, on a de la chance d'être dans un pays comme la France, qui n'est pas parfait, qui a ses petits défauts. Mais à choisir, je ne prendrais pas le risque de tout changer et de changer de nationalité. Tu parles de tes parents. Quelle éducation il reçoit le tout jeune Erwan à ce moment-là? J'ai tendance à dire on à chaque fois, mais on a des parents qui... Parce que vous êtes deux. Hein. Parce qu'on est deux, qui nous font confiance et qui nous engueulent pas trop. Ils sont pas du tout autoritaires, c'est-à-dire que je crois que la pire des sanctions que j'avais peur, c'est que mes parents me disent tu nous as déçus. Ça, c'est la pire chose, je pense, qu'on pouvait me dire. Donc en fait, il n'y avait pas forcément besoin de crier ou de nous gronder. Et j'avais tendance à savoir quelles étaient à peu près les limites, ce qui était bien, pas bien, et ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Est-ce que tu les as déçus, tes parents? J'espère pas. J'espère pas, je ne pense pas. Quelle éducation il reçoit? Permissive, Erwan, à ce moment-là? Plutôt permissive, plutôt laxiste, autoritaire, peut-être? Autoritaire, non. Je dirais que c'est un mélange un peu de tout. Un bon dosage, enfin qui me correspondait bien, je pense. Ou plutôt, ouais, je dirais assez permissive en fait. D'accord. Assez permissive ce qui me donnait la possibilité de découvrir le monde par moi-même et de savoir ce qui était bien ou pas. Tiens, tu parles de découvrir le monde par toi-même. Est-ce qu'il a des rêves à l'époque, le tout jeune Erwan? Ah ouais, j'avais un rêve. Ouais. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était d'être footballeur professionnel. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que jusqu'en 4e, je pense, en début d'année, je sais pas pourquoi on fait ça. Jusqu'au collège alors? Ouais. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais je crois qu'on le fait encore. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ouais. Et on a une feuille à remplir avec notre nom, prénom. Et je pense que jusqu'en 4e ou 5e, je disais footballeur professionnel. Et qu'est-ce qui t'attirait dans le football? Ah ben, c'était toute ma vie. Je jouais au foot tout le temps. Dans la cour d'école, je jouais au foot. À la maison, je jouais au foot. Mm-hmm. Dans la maison, je jouais au foot. Mon lit s'était transformé en but pour pouvoir jouer au foot avec mon frère. Tout était fait pour le foot. On va y revenir longuement, mais parlons de lui puisque tu parles à plusieurs reprises déjà de ton frère jumeau. Frère jumeau, vrai jumeau. C'est-à-dire que vous êtes l'un copié-collé de l'autre. On a le même ADN. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec quelqu'un qui est l'exacte copie de vous? Ça fait que déjà, il y a une personne sur Terre qui sait exactement ce que vous pensez à chaque instant. Donc, très difficile. C'est le cas, ouais, vraiment. Bien sûr. Ouais, bien sûr. On se connaît très très bien. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je n'ai connu que ça, donc c'est compliqué pour moi de dire si c'est bien, pas bien, mieux ou pas. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'était assez particulier. Il paraît que les jumeaux ressentent ce que l'autre ressent en permanence et qu'il y a un lien extrêmement particulier. Est-ce que toi, tu as fait l'expérience de cette gémelléité? Non, cette connexion à distance, ouais. Non. Par contre, effectivement, quand on était petit, si mon frère pleurait, je pleurais.
Ah ouais? Et ma mère disait pourquoi tu pleures, je disais parce que mon frère il pleure. Ah ouais. Mais jusqu'à assez tard. Hein. C'est vrai? Et ouais. Et inversement aussi? Oui, bien sûr. Ah, c'est formidable ça. C'est un fragile. Et bah donc tu l'es aussi. Évidemment. Et du coup, c'est assez étonnant, mais vous avez les mêmes rêves à l'époque? Ouais, parce qu'Alexis aussi veut être joueur de foot professionnel aussi. D'accord. Ouais, on a exactement les mêmes rêves. Le même parcours scolaire également? Avec une nuance, c'est-à-dire que Alexis a besoin de plus travailler un peu que moi. Moi, je suis pas travailleur du tout. C'est-à-dire que jusqu'en troisième, ma phrase quand j'arrivais dans le bus, c'était « Salut, t'as fait tes maths ?» D'accord. Et je recopiais les maths de mes copains dans le bus. Ouais. Donc j'avais des bonnes notes parce que j'étais assez malin et je m'en sortais. D'accord. Je participais en cours la journée, mais par contre, je travaillais pas le soir. Alexis était un petit peu plus travailleur que moi. Quelle relation tu as justement avec l'école, avec le système éducatif? Parce que ça aussi, ça va conditionner beaucoup de choses. Je me pose pas trop de questions, c'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie. En fait, on est à un âge où on se pose même pas la question de savoir s'il existe autre chose. On se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Je suis encore dans une époque où l'autorité scolaire n'est absolument pas remise en cause par mes parents. C'est-à-dire que j'ai pas des parents qui vont me dire « Ah bon, le prof t'a dit ça, on va aller le voir, c'est pas normal ». Non, c'était l'autorité un peu du professeur à l'ancienne, comme dans les anciennes écoles. Donc, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de questions à se poser à ce moment-là. Ouais. Et comme je m'en sortais pas trop mal, on avançait. Des passions, en plus du football, des choses qui vont t'animer, des pratiques de sport peut-être, autres que le foot? Très peu, mis à part être dans l'eau. C'est-à-dire, à l'époque, je faisais ce qu'on appelle du bodyboard. Ouais. Donc c'est comme du surf, mais avec une planche différente. Et on se met pas debout dessus? Et on se met pas debout dessus. Voilà. Donc j'allais avec mon petit scooter en plein hiver, au mois de novembre, parcourir les spots. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout seul. Mon frère le faisait pas. J'avais aucun de mes potes qui le faisait. Ah ouais? Donc ça, c'était vraiment l'activité vraiment solitaire. Vraiment solitaire. Ouais. Et justement de la pratiquer seul, d'avoir cette relation avec la mer, avec l'océan, et du coup, seul, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ça remet les choses en place? Ça permet aussi peut-être de se retrouver soi-même? Ouais, alors je pense qu'à ces âges-là, on a tendance à foncer, à vivre et à pas se poser toutes ces questions. Mais ouais, j'aime bien ces moments où on est dans l'eau, il se passe pas de bruit, il se passe rien. On a 1h30, 2 heures tranquille. Ouais, j'aimais bien. On l'a bien compris, tu as grandi au bord de la mer. Est-ce que tu as gardé un lien particulier avec le milieu aquatique, avec l'océan? Ouais, clairement. Aujourd'hui, tout ce qui est sur l'eau m'intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du kite, un petit peu de surf. Et j'ai une attraction avec l'eau. Je fais beaucoup de bateaux. Et dès que je peux, je m'arrange pour être sur l'eau, que ça soit sur un port, voilà. Et j'ai remarqué un détail, c'est vraiment pour ça que je parle d'attraction, c'est que dès que je suis dans un endroit où il y a de l'eau, par exemple Nantes, Bordeaux, et que Bordeaux, il n'y a pas l'eau, hein. À Bordeaux ? Bordeaux, il est loin l'océan. Non, pas. La nuance, c'est pas l'océan, c'est l'eau. D'accord. Et j'ai tendance à toujours aller sur un trottoir pour aller me rapprocher de l'eau. C'est-à-dire que je ne peux pas marcher sur un trottoir. C'est peut-être un de mes tocs, c'est peut-être le seul d'ailleurs. S'il y a un des trottoirs où vraiment on longe l'eau, je vais aller sur ce trottoir-là. Je suis obligé de traverser. Tu sens une attirance en permanence ouais. vers l'océan. Quelque chose, c'est quoi? C'est les possibles, c'est l'évasion, c'est la nature, un rapport particulier aussi avec une force extrêmement puissante? Alors, c'est viscéral. Ouais. C'est vraiment une attraction et c'est la liberté. Pour moi, l'eau, c'est la liberté, que ça soit en kite. On a une vraie liberté. Il n'y a pas de route prédéfinie. Il n'y a pas de trottoir. Il y a de l'eau. C'est un rapport particulier avec l'océan. Est-ce que tu dirais que, comme beaucoup, que tu as besoin de ce rapport avec l'océan? C'est obligatoire, c'est-à-dire que si je pars en vacances à la montagne, par exemple, le plus tôt possible, quand je rentre, il faut que je fasse un détour et que j'aille voir la mer. Si aujourd'hui j'habite à La Baule, quand je vais à certains endroits, si je dois mettre un quart d'heure, 20 minutes de plus, mais que je longe la mer, je longe la mer. Donc il y a une vraie attirance en permanence pour l'océan. Quand tu le vois, l'océan, quand tu vois l'Atlantique près de chez toi, à quoi tu penses? Ah mais je le regarde même pas. Ah ouais? C'est-à-dire que j'ai besoin, je sais qu'il est là, je vais à côté. Ouais. Quand je dis je regarde pas, je caricature un petit peu, mais je suis pas là à contempler,
regarde dans le vide. Non, je sais qu'il est là, c'est bon, tout va bien. Tu vas grandir, le temps va passer. Comment se passe ta scolarité ? Ma scolarité se passe très bien jusque, je vous dirais, en 4e, où il y a un petit événement dans ma vie. Mais jusqu'en 4e, elle se passe très bien parce que... Ouais. Plutôt bon élève. Des capacités. Pas bon élève, des capacités, pas travailleur, des bonnes notes, 14, 15, mais sans travailler. Alors en 4e, tout va basculer. J'ai envie de dire toute ta vie, mais tout va basculer, tout va changer. Bien sûr. Ma vie est celle des autres qui sont proches de moi. Voilà, là clairement tout va changer et la vie de tes proches va uniquement tourner pour le coup vraiment autour de toi. Oui. Ça se passe comment ? Il y a un diagnostic. Comment t'apprends ce qui va t'arriver ? Le diagnostic il se fait un petit peu sur le pas le long terme, mais c'est pas catégorique. Ça commence par un bleu à la cuisse pendant un tournoi de foot justement. D'accord. Moi qui me fait beaucoup rire parce que j'ai 14 ans, 13 ans à l'époque. Et ma mère, ça la fait un peu moins rire. Donc on part chez le médecin. J'avais un bleu de la taille à peu près d'une raquette de ping-pong sur la cuisse. Ah oui, c'est un beau bleu. Et donc... qui s'est fait comment j'ai pris un coup au foot, mais classique, une béquille, et ça a fait un bleu énorme. Et donc on va voir le médecin. Et le médecin, je fais des analyses très vite. Le médecin dit à ma mère, c'est pas une leucémie, mais c'est grave. À quel moment ça devient quelque chose d'excessivement grave ? Parce que ce bleu, il se résorbe pas, non ? Non, c'est-à-dire que dès le jour où je me fais le bleu, ma mère se dit, c'est pas normal qu'il y ait un bleu aussi important pour un choc aussi faible et un bleu de cette couleur-là. C'est-à-dire s'il était bleu turquoise. Ouais. Et premier réflexe, ça m'emmène à l'hôpital. Chez le médecin, pardon. Voilà. Et donc là, tout commence. Hôpital de Saint-Nazaire. Ouais. Rebelote. T'as 13 ans, hein ? Ouais, j'ai 13 ans. Ouais. Moi, je me rends pas trop compte. Je comprends qu'il y a un truc un peu spécial. Je me revois dans la chambre d'hôpital ce premier soir dire à mon père, on était au mois de mai, et je lui dis, écoute, je sais pas ce que j'ai, mais tant que j'ai mois d'août, ça va. C'est-à-dire que pour moi, l'été, c'est sacré. C'est sacré, ouais. Je dis tant que j'ai le mois d'août, je suis prêt à faire l'impasse sur le mois de juillet. Ça, je veux bien négocier, il n'y a pas de problème. Mais pas le mois d'août. Dès que j'avais 13 ans, j'étais dans la négociation, même avec une potentielle maladie. Et je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Et mois d'août, c'est pour moi. C'est cadeau. Est-ce que tes parents comprennent et essayent de t'expliquer ? C'est difficile d'expliquer à... Non, pour l'instant, ils comprennent pas. Ils savent pas non plus. Il y a des petites gaffes qui sont faites. C'est-à-dire que cette nuit-là, je l'ai appris après, mais ma mère était dans le couloir en train de pleurer. Et il y a une infirmière qui va voir ma mère 4h du matin, qui lui dit, vous savez, madame, les leucémies aujourd'hui, ça se soigne bien. Alors qu'on n'a toujours pas mis de diagnostic. Ah ouais ? Et waouh, là, je pense que ça a été effectivement compliqué pour elle. Tu le ressens, ça Alors, je vais dire de la part de tes parents, et puis, on ne l'oublie pas, mais tu as un jumeau toujours, qui est toujours là. Non, on le ressent pas. Mes parents ont un réflexe un très bon réflexe, je pense, à l'époque. Ma mère prend mon frère, lui fait un sac, et l'envoie chez leurs meilleurs amis. Ouais. Et ils disent, on te laisse Alexis, il faut qu'on aille voir un truc pour Erwan. On ne sait pas ce qu'il y a. A priori, c'est grave. On te laisse Alexis. Et voilà, ça a commencé. Donc il a tout de suite été protégé, mis de côté. Je dirais plutôt protégé que mis de côté. Et puis pour se concentrer. Et puis ça sert à rien que tout le monde s'inquiète tant qu'on n'a pas le verdict. Il n'y a toujours pas de diagnostic, mais toi, est-ce que ça t'inquiète ? Non. Non. C'est-à-dire que très vite, le lendemain, je vais à l'hôpital de Nantes. D'accord. Ce qui se passe, c'est que j'arrive en service oncologie. Ouais. Oncologie, à l'époque, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est clairement les cancers. Oui. Et cancer des enfants. Donc à Nantes, il y a un service spécialisé. Et là, le monde un peu s'écroule parce que les portes s'ouvrent. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se réouvrir dans l'autre sens, quoi. Ouais, et puis surtout, aujourd'hui j'ai 35 ans. J'avais 13 ans, il y a 22 ans. Des enfants sans cheveux, on n'en voyait pas beaucoup à la télé. Non. La série Les Bracelets Rouges sur TF1, ça n'existait pas. Et il n'y avait aucune image. Et donc moi, je découvre quelque chose, mais genre j'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est-à-dire que là, les portes s'ouvrent, des enfants qui ont 2, 3, 4 ans, sans cheveux, avec des pieds à perf, donc avec des transfusions, etc. Et là, je découvre quelque chose de waouh.
T'avais jamais vu ça, t'imaginais même pas. Ah, je savais même pas que ça existait. Tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a peut-être quelque chose de grave. Moi, à ce moment-là, je pense que je suis là par erreur, qu'il n'y a pas de place ailleurs, et qu'on m'a mis là par hasard, et que je suis hyper triste de ce que je vois. En fait, je suis triste de découvrir ce que je découvre. À aucun moment, tu ne penses à toi et tu te dis, Aucun. moi aussi, j'ai peut-être quelque chose de grave. Moi, je me dis, je suis là par erreur. Il n'y a eu plus de place dans le service pour les jambes cassées, je suis là par erreur. Tu continues à penser que c'est quelque chose de très... Exactement. Même si on n'a pas encore de diagnostic. Même si on n'a pas encore de diagnostic. Ça, tu vas y rester combien de temps jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose? Première semaine, en gros, c'est une semaine. C'est une batterie d'examen? Ouais, c'est une batterie d'examen, donc bloc opératoire. On fait des prélèvements. Donc, biopsie? Ouais, c'est l'équivalent de biopsie, c'est-à-dire des myélogrammes. On prend des petits fragments d'os, etc. Le verdict tombe. Donc, c'est pas une leucémie. C'est ce qu'on appelle une aplasie médulaire idiopathique. Pour être très concret, notre moelle osseuse produit des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Cette maladie fait que votre corps ne produit plus aucune de ces cellules. Donc, je ne produisais plus de plaquettes, plus de globules rouges et plus de globules blancs. Quand on t'annonce ça, quand on annonce ça à tes parents, quelle est leur réaction? J'imagine que c'est quelque chose dont ils ont encore moins entendu parler que la leucémie. Ouais, parce qu'à l'époque, on nous dit c'est une centaine de cas par an en France. C'est le cas? C'est vrai? Ouais, alors je crois que ça a un peu augmenté. Mais oui, on est sur des maladies assez, comment dire, élitistes. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Oui. Et ça fait d'autant plus peur. Je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux pas faire un truc que personne ne fait? Est-ce que c'est pas un peu plus drôle, dans le fond? Moi, je suis en mode guerrier, c'est-à-dire que je me dis, ok, il y a un problème, je veux pas savoir pourquoi c'est arrivé. Les médecins, en fait, au début, ils voulaient à tout prix savoir, et c'est pour ça que ça s'appelle idiopathique, c'est qu'on ne connaît pas la cause. Les médecins voulaient à tout prix savoir pourquoi j'avais ça. Moi, je comprenais pas pourquoi ils voulaient savoir. Toi, tu veux pas savoir? Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est guérir, trouver une solution, et après. Et même à l'heure actuelle, tu ne sais toujours pas? Non. Et ça ne m'intéresse pas de savoir. Parce que, je sais plus, j'ai entendu ça l'autre jour, je trouvais ça hyper intelligent. C'était la seule chose qui m'intéresse, c'est le présent et le futur, parce que c'est par là que je vais. Bah, c'est exactement comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que le passé, c'est passé. On n'a plus d'impact. On n'en aura jamais. Donc autant se tourner vers les choses sur lesquelles on a de l'impact. Mais en apprenant l'origine, peut-être que ça peut influencer une éventuelle rechute ou... Peut-être, mais moi, j'étais pas du tout dans ce schéma-là. Comment ils se comportent tes parents avec toi quand il y a cette annonce? Est-ce que c'est transparence complète? Est-ce que c'est on minimise? Comment ça va se passer? Et puis les médecins autour de toi c'est aussi. plutôt moi qui ai tendance à rassurer. C'est-à-dire que plus les jours avançaient, moins les résultats étaient bons. Ouais. Donc moins j'avais de plaquettes, moins j'avais de globules blancs. Et moi, je leur disais, non mais c'est normal, vous avez vu tout le sang qu'on me prend, c'est normal que les résultats baissent. C'est avec tout ce qu'on me prend, c'est logique. Mais c'est pas ça. Et moi, j'ai toujours voulu... Je voulais pas que les gens s'inquiètent pour moi. Donc c'est plutôt moi qui rassurais. Ils étaient pas alarmistes non plus, hein. J'ai des trucs plutôt justes en fait. Et puis en même temps, je crois qu'il n'y a pas de bon manuel pour élever un enfant. Alors élever un enfant malade qui va potentiellement mourir, le manuel il existe encore moins, je crois. Tu viens de dire potentiellement mourir. Est-ce qu'à un moment donné ça traverse l'esprit de tes parents? Alors eux, je pense qu'ils se disent... T'en as parlé après avec eux? Non, pas spécialement. Moi, je me pose pas cette question. Moi, je suis convaincu que j'ai une bonne étoile et que quel que soit ce qu'on va m'annoncer, je vais m'en sortir. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Je suis en mission, je dois régler ce problème et passer à autre chose. À aucun moment autour de toi, quelqu'un évoque cette possibilité? À aucun moment, tu ne doutes de l'issue favorable? Non, la seule personne qui me dit que je vais mourir, c'est un médecin. Quand j'ai 22 ans, juste avant ma 3e greffe. Ça va durablement s'inscrire dans le temps. Il y aura des rechutes. Oui. Ça sera compliqué. Et à l'heure actuelle, tu es toujours, on peut le dire, sur un fil. Pas plus que toi ou quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, pour moi, la vie, c'est assez simple. C'est un sablier. Il y a des grains de sable qui tombent, sauf que personne ne sait combien de grains de sable il lui reste.
Et je pense qu'on doit tous respecter chaque grain de sable qui tombe du mieux possible. Donc, est-ce que je suis plus sur le fil que quelqu'un qui, dans 4 heures, va faire un AVC ? Je ne sais pas. La seule chose, c'est que moi, je le sais. Durant tout ce temps-là, comment vont se passer les soins ? Oui, c'est-à-dire que la première chose dans ce genre de maladie, c'est pas de guérir, c'est de survivre. Mm-hmm. Donc on survit comment ? On survit en ayant des transfusions de sang. Alors ça fait de toi détenteur d'un record. Peut-être, très certainement. Très certainement, et je le souhaite à personne évidemment qui ne sera, je l'espère, jamais battu. C'est grâce au don du sang que tu vas vivre. Oui, parce qu'en fait, le don du sang, c'est mon oxygène. Clairement, j'avais une transfusion de plaquettes sanguines. Donc les plaquettes, c'est justement pour éviter les bleus. On en a tous autour de entre 150 et 300 000. Moi, j'en avais, au moment où j'arrive à l'hôpital, je crois, 10 000. Donc j'ai des transfusions de plaquettes tous les 5 jours. Transfusion de sang tous les 15 jours. Donc j'ai besoin de 3 kilos de sang. Donc 3 kilos, c'est 3 poches de sang. Ouais. Et j'ai des injections tous les jours pour stimuler mes globules blancs dans le bras. Ce qui veut dire qu'au total, tu as réussi à calculer à peu près combien de transfusions tu avais. Ouais, on estime à entre 450 et 500 transfusions. Sur l'ensemble du protocole de mon parcours. De ton parcours. C'est-à-dire que tu as potentiellement le sang de 450 à 500 personnes en toi. Exactement. Le chiffre, il est vertigineux. Est-ce que parfois tu y penses ? Non, j'y pense pas. C'est-à-dire que sur l'instant, je le vois comme un médicament. Après, j'en prends conscience quand j'interviens et quand je vais à la rencontre des donneurs de sang. Tu as beaucoup donné de ton temps suite à tout ça après. Et tu continues à le faire. Je n'ai jamais dit non à une sollicitation. Et dans la mesure du possible, je ne dirai jamais non. J'estime que donner du temps alors que sans eux, je serais mort, même si c'était 8 heures par jour, on pourrait le faire. Le chiffre, il est vertigineux et ça va durer tout le temps de ton traitement. Il y a des moments positifs, il y a des moments évidemment où l'esprit, le mental n'est plus là. Ça s'articule en combien de phases tout ça ? Alors le moral a toujours été là. Le moral a toujours été là ? Toujours. Et ça n'a jamais... C'est-à-dire que ma première greffe, je rechute. Alors, le premier greffe, c'est à quel âge ? Je crois que c'est à 15 ou 16 ans. D'accord, donc 2 ans après. 2 ans après. Tu restes à l'hôpital ou tu fais des allers-retours ? Ah non, je fais des allers-retours, c'est-à-dire que toutes les transfusions, c'est en hôpital de jour. Je viens pour 2-3 heures, je fais ma transfusion et je repars. Évidemment avec des traitements pour... Ouais, il y a des anti-allergènes, etc. Ouais. Notamment pour les plaquettes. Je négocie tout là-bas. C'est-à-dire qu'après une transfusion de plaquettes, normalement c'est 2 heures à l'hôpital. Moi, j'avais négocié 30 minutes parce que je voulais pas. J'ai tout négocié là. La première greffe, elle intervient à 15 ans, c'est une greffe de quoi ? Donc en fait, c'est une greffe de moelle osseuse. On part du principe que ma moelle osseuse ne produit plus. Donc, on va la remplacer. Et pour la remplacer, c'est très simple. On va me mettre en chambre stérile. On va me mettre à plat en termes d'immunité. Donc là, le peu de moelle qui est là, on va le mettre le plus à plat possible avec de la chimio et des rayons. C'est-à-dire on va interdire à ta moelle épinière, la bloquer complètement, elle ne produira vraiment plus rien. Exactement. Alors, plus de plaquettes, plus de globules rouges, plus de globules blancs non plus. Exactement. Juste, on parle bien de la moelle osseuse et pas de la moelle épinière. Bien sûr. Et on va la mettre vraiment ce qu'on appelle en aplasie. Et c'est pour ça que je vais à ce moment-là en chambre stérile. Parce que j'arrive à peu près, je crois au plus bas, je suis à 50 globules blancs. Quand un être humain normal en a 5000. Donc alors là, on est par millilitre de sang. Exactement. Et donc là, je suis sujet à tout. Le moindre microbe peut me tuer. Donc je suis en chambre stérile. Donc là, tu as 15 ans, on tente la première greffe de moelle osseuse. Et le donneur est Alexis. Ton frère jumeau. Oui. Qui a également 15 ans. Oui. À aucun moment, lui, il pense au risque. À aucun moment, non, il y va. Il dit oui, évidemment, quoi. Ouais, et puis pour la petite histoire, on est même obligé d'aller au tribunal, pour passer devant un juge des enfants pour être sûr qu'Alexis ne subit aucune pression. Et
Alors que c'est lui qui potentiellement peut te sauver. Hein. Oui. Et effectivement, Alexis, c'est pas très agréable ce jour-là avec le juge. Parce qu'il dit, mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? On est à Rennes. Erwan, il a besoin que ça aille vite. Et on est là à discuter de savoir s'il voulait que je sauve mon frère. Et donc, c'était assez drôle. Je pense que ça n'a pas dû le faire rire. Non, mais c'était... je pense que c'était sa manière à lui, voilà, de se battre aussi. De se battre aussi, ouais, complètement. Elle se passe comment, cette greffe? Hyper bien. Hyper bien. Les résultats, très très bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi, je retrouve quasiment un bilan normal. Ça laisse énormément d'espoir, alors. Ouais. 3 mois après, je retrouve une vie normale. Je rejoue au foot. C'est génial. Je rejoue tellement de matchs de foot, parce que des matchs de foot, j'en ai fait dans ma tête où je marquais à la dernière minute quelques-uns. Donc je rejoue au foot. Ça se passe hyper bien. Et au mois d'août, toujours le mois d'août, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Je vois que j'ai rechuté. Mais je suis à l'époque en camp surf, je crois. Ouais. Et je dis rien à personne. Comment tu vois que tu rechutes? J'ai ce qu'on appelle des pétichis. C'est-à-dire que sur le torse, j'ai des tout petits bleus. D'accord. Dû au frottement. Et je dis, bon, bah là, c'est pas top. C'est pas fou. Et tu choisis de le cacher? Ouais, bien sûr, parce qu'il me reste 1 mois d'août. Il y a des trucs cool à faire. Et je me dis... T'as pas envie de rentrer? Non, j'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de faire du mal aux gens autour de moi. J'ai pas envie qu'ils s'inquiètent. Donc, je préfère le garder pour moi. Et attendre. Je savais que j'avais un rendez-vous tout début septembre. Je dis, bon, bah, on verra ça à ce moment-là. Et puis, comme je suis de nature positive, je me suis dit peut-être que ça va s'arranger entre-temps. Non. Et donc, le jour du rendez-vous est arrivé. Et le médecin m'a dit, ah, il y a un problème. Je dis, oui, je sais. Et voilà, et rebelote. C'est reparti pour combien de temps? C'est reparti pour... je crois qu'on refait une greffe 1 an après, à peu près. D'accord. Mais on repart sur les transfusions, etc. Là, t'as 15 ans. Ouais, à ce moment-là, j'ai 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans à ce moment-là. Et les médecins décident de refaire la même greffe. Avec Alexis. Sauf qu'ils disent, on va faire un protocole plus fort. C'est-à-dire? Plus gros chimio, plus gros rayon. D'accord. Pour toi? Pour moi. Partant du principe que si on part sur des choses plus puissantes, la moelle sera plus à plat, etc. Donc on fait ça. Et pareil, ça fonctionne. Sauf que là, ça fonctionne pas pendant 1 an, ça fonctionne pendant 9 mois et rechute. Et on est reparti. Là, il y a un découragement à un moment donné, chez toi, chez tes parents? Il y a quelque chose qui... Non, toujours pas. Donc là, t'as 17, là. Ouais. Après, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que je pense que quand on a cet âge-là, il y a des questions qu'on se pose pas. C'est-à-dire que si ça m'arrivait aujourd'hui, est-ce que je réagirais de la même manière? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a une espèce d'insouciance à cet âge-là. Et puis, il y a aussi un autre sujet, c'est que je vis ça sans être vraiment... Alors, c'est pas toujours simple, il y a des fois c'est douloureux, etc. Mais j'ai des moments de bonheur, quoi, vraiment. Que ça soit même à l'hôpital. Ouais. Je rigole avec les gens, avec les infirmières. Les amis qui sont là. J'ai des amis, j'ai de la famille. Il y a Alexis. Bon, il y a tout ce qu'il faut. En fait, c'était mon seul problème. Ouais. C'est-à-dire que... et puis... ça affecte quand même durablement ta scolarité. Oui, mais en fait, ça me donne une excuse, surtout. Il faut que ça affecte ma scolarité. Parce que dans le fond, si j'avais vraiment voulu mettre de l'intensité dans la scolarité et que c'était important pour moi, je l'aurais fait. T'arrives à rester optimiste quand même. Bien sûr. On peut saluer aussi tes parents qui travaillent tous les deux et qui vont quand même... Ça va quand même jouer aussi beaucoup sur leur vie personnelle à eux. Ah bah, comme je disais tout à l'heure, celui qui a le manuel pour élever un enfant malade qui va peut-être mourir, je pense qu'il est pas né. Alors, à l'époque, ma mère arrête de travailler. D'accord. Mon père travaille. Au moment où je crois que j'ai ma première greffe, il rachète une entreprise de 40 personnes à l'époque. C'est énorme. Donc c'est un vrai sujet. Mais mes parents se mettent un peu en mode pompier. Chacun a sa tâche. Et ça a bien fonctionné. La deuxième greffe ne marche pas non plus. Rebelote pour un protocole, transfusion sanguine. Et une troisième? Troisième un peu plus compliqué. Parce que c'est là où je croise un médecin qui me dit tu vas mourir. Si tu fais une troisième greffe, ton corps ne le supportera pas.
Il me le dit droit dans les yeux. Heureusement, ce jour-là, j'étais tout seul, ma mère n'était pas là. Je lui ai dit d'accord, je suis parti. J'ai croisé un autre médecin qui me suivait d'habitude. Je lui ai dit c'est la dernière fois que je le vois, lui. Et puis la défaite. Là, on part à la guerre. Je pars pas avec des gens comme ça. C'est-à-dire que à aucun moment, tu n'as baissé les bras durant toutes ces années. On parle de 13 à là, pour l'instant, 17 ans. Hein. Donc là, on est sur déjà 3 ans. Hein. Non, et puis en fait, en l'occurrence, ce médecin qui me dit ça, je l'avais vu dans les couloirs, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai jamais vu sourire. Jamais. Je me suis dit, en fait, je vais pas donner du crédit à quelqu'un qui subit la vie à ce point-là. C'est pas possible. Donc, non-sujet. Je veux juste plus le voir parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Mais non-sujet. Protocole différent pour la 3e. On monte encore d'un stade. Toujours avec Alexis. Non. Là, les médecins disent, ok, le problème c'est Alexis, il sera content. Non, ils disent, ça va pas. On pense que le souci c'est que vos moelles sont trop identiques. Ce qui est un paradoxe quand on cherche un donneur. Bah ouais. Il dit parce qu'en fait, on pense que la maladie ne fait plus la différence entre la moelle d'Alexis et la moelle d'Erwan. D'accord. Et donc le schéma de la maladie se reproduit. Donc, si on veut un résultat, il faut qu'on ait une moelle différente. On cherche, le FS de Nantes cherche, il trouve pas. Il cherche. Et le FS, c'est l'établissement français du sang. Exactement. Et à un moment donné, il décide de s'orienter vers du sang de cordon, qui a comme particularité d'être beaucoup plus malléable. Parce que le sang de cordon, c'est des cellules qui sont jeunes. Et qui ont... Le sang de cordon, c'est le cordon ombilical. Hein. Exactement. Et comme c'est des cellules très très jeunes, elles sont très facilement modifiables. Parce que plus on avance dans le temps, nos propres cellules, plus elles sont marquées et ancrées de notre ADN. Pour faire très simple. Et en fait, ils disent là au moins, la moelle va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Et ils décident de me greffer effectivement avec du sang de cordon. Une semaine avant la greffe, ils me disent qu'ils trouvent un deuxième sang de cordon. Et donc, ils décident de me greffer avec du sang de cordon de 2 cordons différents. Un qui vient d'Allemagne et un qui vient des États-Unis. Donc là, tu as 20 ans et on te dit que ta vie tient au sang de 2 personnes. Potentiellement, une personne en Allemagne, une personne aux États-Unis. Est-ce que tu mesures ce que ça veut dire là ? Pas du tout. Pour moi, c'est un médicament. Vraiment, Il faut dire que du sang, on continue de t'en donner très régulièrement, toutes les semaines. Et puis, j'ai pas très envie d'intellectualiser trop les choses, en fait, je veux pas sacraliser les choses. Je suis en mode vraiment guerrier. Et genre, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, et on avance. Mais je veux pas trop non plus. Je me suis pas mis, par exemple, dans une quête de vouloir connaître le donneur. À aucun moment tu t'as imaginé ça ? Aucun. Je suis trop peut-être pragmatique pour ça. Mais pour moi, c'est que ça soit ça ou un médicament, dans le fond, c'est pareil. Par contre, quand je vais sur quand j'interviens et que je vois des gens qui me donnent pas directement, mais qui participent à cette chaîne, là, ouais. Je mets des visages. Là, je mets des visages et ouais, c'est différent. C'est différent. On n'a plus le même affect là. Exactement. Ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est un petit peu plus compliqué. Pour faire simple, je dois faire un pneumothorax parce que je vomis pendant 3 semaines parce que je fais une infection à l'estomac. Donc un pneumothorax, pour faire très court, c'est la membrane autour des poumons Exactement. Qui se décolle avec des bulles d'air qui rentrent, etc. De liquide, voilà. C'est très dur, le poumon après ne peut plus se rétracter, donc tu as des difficultés respiratoires. Donc il faut te réopérer. Non, même pas. Même pas. Il se recolle tout seul. Ouais, c'est un petit parce qu'en fait, ça se décolle à force de vomir. D'accord. Parce que je vomis, je sais pas, une quinzaine de fois par jour pendant 3 semaines. Avec une infection de l'estomac a priori assez délicate. Je vais juste décrire à quoi tu ressembles, Erwan. T'es pas bien grand et t'es pas bien épais. Oui. Donc si tu vomis 15 fois par jour, il y a plus grand chose à vomir à la fin. Il y a plus grand chose. Je sors de l'hôpital, je fais 38 kilos. Voilà. Et tu mesures 1m60 ou 60. Non, c'est très gentil, mais je fais 1m62, je crois. J'ai su il y a pas longtemps qu'à cette période-là, en pleine nuit, on appelle mes parents. On leur dit, venez le voir, ça serait bien. Ça sent jamais trop bon, ce genre d'histoire.
Je m'en sors. Et à un moment donné, ouais, les médecins savent plus trop quoi faire. Et je demande à voir mon ostéo. D'accord. Je demande à voir mon ostéo parce que depuis le début de ma maladie, je suis suivi par un ostéo qui est à 1 heure de route de chez moi. Et je vais le voir 1 fois par semaine. D'accord. Depuis le début de ma maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pratique? Il pratique exclusivement de l'ostéopathie crânienne, c'est-à-dire qu'il s'assure du bon mouvement entre les différents organes, entre, je sais, il fait ce qu'on appelle du tissulaire, et il fait en sorte de me préparer comme un sportif de haut niveau. D'accord. Tout simplement. Tu vas le voir suite à ces vomissements répétitifs, etc. Suite la greffe toujours, hein, évidemment. Non, je vais le voir dès mes 13 ans en fait. Dès tes 13 ans, d'accord. C'est ma mère qui... Les médecins lui disent c'est peut-être un coup qui a fait qu'il a cette maladie. Et ma mère, elle sait pas pourquoi, elle se dit un coup, elle pense ostéopathie. Elle demande qui est le meilleur ostéopathe de Nantes. Elle l'appelle. Elle appelle à 9h-5. Elle tombe sur lui alors qu'il répond jamais au téléphone. Il lui dit vous me l'amenez aujourd'hui. Voilà. Et je crois que ce jour-là, il m'a sauvé la vie. Donc, durant tout ton traitement, il te suit. Ouais. Et là, suite à ces vomissements extrêmement importants, etc., tu demandes à voir ton ostéo. Il vient. Les médecins disent on veut pas savoir. Les infirmières disent on veut pas savoir, c'est une visite comme les autres. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, ça va beaucoup mieux, mais tout de suite après. Tout de suite après, ça va beaucoup mieux. Dans ton souvenir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il fait toujours avec moi. Il me fait de l'ostéopathie crânienne, il met ses mains sur sa tête et il s'assure qu'il y a un bon mouvement entre tous mes organes et que tout fonctionne à l'intérieur. Immédiatement, tu sens que ça marche. Tu te sens mieux. Ouais, alors effet placebo ou pas, chacun mettra là où... à l'endroit où il le souhaite. Pas de jugement. Pas de jugement. À titre personnel, je trouve ça dommage qu'on mette pas assez d'ostéo dans les hôpitaux. Mais en tout cas, effectivement, je me sens mieux. Et ça, les choses commencent à s'arranger. Et je sors pas très longtemps après. Tu passes un bac, quelque chose? Est-ce que ça va aller mieux après? Tu continues tes études? Non, parce que j'avais une bonne excuse pour pas passer le bac. C'est-à-dire qu'en première, mon père achetait effectivement l'entreprise. J'étais en première et moi, l'école, je m'ennuyais. Vraiment. En plus, là, au lycée, il faut travailler. Ouais. Donc là, ça devient moins drôle. C'est-à-dire que je passe de 14 à 6. Et en fait, moi, je vais... dès qu'il y a quelqu'un de malade dans la classe, faut que je parte. La maladie des autres te provoque quelque chose? Une excuse pour partir. Ah ouais. C'est tout. En fait, comme j'étais assez fragile au niveau psychologiquement. Ah non, au niveau, c'est-à-dire que s'il y avait le moindre virus, je pouvais le choper. Donc dès qu'il y avait quelqu'un de malade dans la classe, il fallait que je parte. D'accord. Donc il suffisait de demander à un bon copain de tousser un peu et on pouvait partir. Et j'allais à l'entreprise que mon père achetait. Ouais. Il y avait des gens tout aussi malades, mais là, ça me posait pas de problème. Et très vite, je commence un peu à tourner par là, à voir un peu ce qui se passe, à suivre les formations, à écouter, machin et tout. Et je commence à me rendre compte que je suis dans un environnement qui me plaît, où je regarde pas ma montre. Et je crois que là, tout commence. Et je dis, en fait, je veux plus aller à l'école, je veux travailler. Donc c'est le monde de l'entreprise tout de suite. Direct. On va terminer avec le chapitre de la maladie, mais ça va vraiment avoir eu un bon effet, tout ceci. La 3e greffe, c'est la bonne. Ouais. Comment tu te sens maintenant, à présent, à 35 ans? 15 ans après. Je me sens avec une chance assez incroyable d'être en vie, déjà, parce que statistiquement, c'était pas gagné. Je me sens avec une chance incroyable de voir la vie comme je la vois. Justement, tu la vois comment? Fragile, magnifique, très belle, et à durée indéterminée. Donc en fait, il faut en prendre soin. Ça a changé ta vision justement du temps présent, de l'avenir. Je pense à ton frère aussi qui, du coup, lui, n'a pas vécu ça, ou qui l'a en tout cas vécu par procuration, mais parce qu'il était à tes côtés.
Vous avez maintenant, avant vous étiez jumeaux, tu le disais, on faisait tout ensemble. Est-ce que maintenant vous avez une façon de voir un petit peu la vie un peu différente ? Oui, forcément, chacun prend des, entre guillemets, des chemins, mais prend des directions différentes, etc. Et ce qui compte, c'est que chaque personne s'y retrouve et soit heureuse dans le chemin qu'elle prend. Alexis a des enfants. Moi, j'en ai pas, j'en aurais peut-être pas parce que c'est pas forcément un souhait de ma part. Tu t'es posé la question justement de la transmission et notamment avec cette maladie auto-immune qui est... Je me suis jamais posé la question. Jamais. Tu vois, c'est le fait d'en parler avec toi que ah oui, c'est vrai, il y a ça. Pour moi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Si les choses doivent arriver, elles arrivent. Ouais, en fait, je me rends compte que j'étais, tu vois, hyper léger sur plein de trucs. Et je veux pas trop en faire sur plein de choses et sacraliser les choses. Tu gardes encore cette légèreté ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Au quotidien, c'est que rien n'est grave. Alors, c'est très drôle, hein, comme ça, quand on fait un podcast. C'est très drôle quand on est entre copains. Pour les gens qui vivent à côté, c'est pas fou. Ça peut être sympa de temps en temps, des fois c'est un peu moins drôle. Oui. C'est une façon de voir la vie particulière et justement, tes parents, eux, qui ont la tête sur les épaules, chef d'entreprise, etc. Pour ton papa, comment ils voient cette vie nouvelle qu'est la tienne et est-ce que, d'ailleurs la question serait pas comment ils voient cette deuxième vie pour toi ? Bah, en fait, je pense que c'est des parents et des vrais parents. Mon père est un peu comme moi, hyper zen, décontracté. Il prend du recul, voilà. Donc, sur ça, on est assez pareil. Et après, je crois que des parents, bien comme des bons parents, je crois que c'est tout simplement des parents qui se disent est-ce que mon fils est heureux ou pas ? Si la réponse est oui, non sujet. Est-ce que tu es heureux ? Je suis heureux. Vraiment ? Profondément. Tu connais le principe du podcast, Erwan, c'est le mot de la fin, et c'est à toi. Tu peux pas m'aiguiller un petit peu, là ? Je sais pas, moi je dirais... c'est important d'être tolérant, mais profondément tolérant. Accepter que même si les gens pensent différemment, ils pensent pas forcément mal, ils pensent juste différemment. Que si les choses sont différentes ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres villages, dans d'autres cultures, elles sont juste différentes. Elles sont pas mieux ou moins bien. Et je trouve que on manque actuellement de tolérance et de nuance. Et les choses ne sont pas forcément blanc ou noir. Elles sont des fois gris foncé, elles sont des fois gris clair, mais elles sont jamais complètement blanches et complètement noires. Merci Erwan. Avec plaisir.